chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbie sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Heureux de vous retrouver dans votre émission La Voix de la Spiritualité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Michel et David pour nous parler du culte des ancêtres. Tout d'abord, on va demander à Michel de se présenter à la caméra. Michel, comment vas-tu et parle-nous de toi. Alors, de moi, c'est, je dirais, deux choses importantes dans ma vie. C'est d'avoir rencontré mon mari, voilà, et que nous ayons eu un chemin toujours très proche dans la recherche, dans le plaisir de l'art. Et donc ça, je dirais que c'est déterminant pour moi. Il dira si c'est déterminant pour lui. Ben, il le dira. On verra. Alors, j'ai démarré sur des choix que je n'ai pas maintenus. C'était de faire de la philosophie. Bon, j'ai fait de la philosophie, j'ai une maîtrise, j'ai même préparé les concours, agrégation et CAPES, à la Sorbonne, mais je crois que je n'ai pas poursuivi parce que je n'étais pas, je ne me sentais pas avoir une vie à expliquer tous les courants philosophiques à des étudiants. À enseigner. À enseigner. Voilà. Donc, quand j'ai eu les diplômes qui sont sur ma carte, c'est-à-dire que je n'ai aucune maîtrise de philosophie, j'ai décidé, peut-être par atavisme, j'ai rejoint ma famille et j'ai fait quelque chose de plus concret. J'ai fait du droit et je suis devenue avocat, qui est un métier que j'ai exercé pendant 42 ans. Mais chemin faisant, des choses importantes, en dehors évidemment des 4 enfants, des choses importantes que j'ai partagées avec David, c'était la recherche de l'art, connaître l'art. Alors, nous sommes allés, mais d'une façon extrêmement fréquente, nous prenions un sandwich, ça il ne faut pas trop le dire, mais, et nous allions visiter le Louvre. Une salle, après une salle, et ensuite chacun repartait de son côté quand nous avions fait cela. Et on travaillait, moi en droit, je recevais mes clients, je plaidais, et mon mari avec ses patients. Et un jour, alors très curieusement, ça s'est passé je suis tombée, je dirais tombée, devant un tableau, et je me suis dit, j'ai dit à David, je ne sais pas expliquer ce tableau. Et c'était tout simplement un tableau d'un de nos rois qui était Jean le Bon. Et j'ai dit à mon mari, je pense que nous ne pourrons pas faire de véritables commentaires d'œuvres sans faire l'école du Louvre. Bon, l'école du Louvre, c'était quelque chose, il fallait passer un concours, nous l'avons passé et nous l'avons réussi tous les deux. Donc nous sommes entrés à l'école du Louvre avec le besoin
de progresser dans le regard que nous portions sur l'art, sur les objets du Louvre. Et nous avons passé des examens, 3 ans, 4 ans, 4 ans 5 ans. 5 ans. Que nous avons fait, évidemment, c'était notre passion, c'était notre plaisir, c'était nos vacances, puisque nous avons continué, évidemment, à travailler l'un et l'autre. Voilà. Alors, je laisserai peut-être à David le soin de parler du départ avec, parce que c'était souvent des étudiants en médecine africains qui nous ont un peu, je dirais, non pas décidé, mais qui ont fait quand même le cheminement, parce que on était dans des périodes difficiles politiquement et que tous les deux, nous étions très engagés, et moi et lui, chacun de notre côté, avant de nous connaître. Très engagés. Donc voilà. Le hasard n'existe pas. Le hasard peut ne pas exister complètement, parce que nous avons, dans cette période compliquée qui était la fin de la guerre d'Algérie, nous avons choisi de prendre des responsabilités, et moi et lui, et que nous avons assumé. Je ne sais pas s'il faut en dire plus là-dessus. Voilà. Et donc, ça, c'est le début de notre vie. Eh bien, écoutez, nous sommes quand même ensemble mariés, je crois. Depuis 58 ans. Depuis 58 ans. Ah bah. Voilà. Et donc, nous avons eu une vie un peu étrange, mais oui, il y a eu cette rencontre. Il était président de l'UNEF, d'étudiants, et nous étions très engagés déjà chacun de notre côté. Et donc, le reste, je ne dirai pas plus. Merci, chère dame. Donc, on laisse en fait le plaisir à David de nous parler de lui, amateur d'art africain. Oui, Michel a fait des confidences sur la puissance de notre relation intime. C'était plus fort. N'exagérons rien. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Bon, c'est vrai que c'est fondamentalement l'axe d'une vie. Hein, c'est à deux, hein, c'est réciproque, on le sent. Bon, de mon côté, j'ai eu une famille qui a été massacrée par les Polonais, par les Ukrainiens, pendant la dernière guerre mondiale, et on s'est sauvé en France grâce à, disons, les simples fermiers d'une région du centre de la France qui refusaient de se soumettre à l'occupation allemande et qui nous ont protégés et qui nous ont sauvés. Quand on a vécu ça, on garde une sensibilité à l'humain, un désir de voir le monde évoluer vers quelque chose de plus humain. Et donc j'ai toujours voulu être psychiatre. Et quand j'ai fait médecine, j'ai fait psychiatrie, et quand j'ai fait psychiatrie, je me suis aperçu que j'étais surtout passionné par la psychiatrie de l'enfant, et donc j'ai l'impression qu'on peut sauver des avenirs. Je me suis beaucoup engagé aux côtés de peuples qui sortaient du colonialisme, aux côtés de peuples qui luttaient pour l'indépendance de l'Algérie. À Montpellier, j'ai été élu président du syndicat des étudiants en médecine, puis au sein de l'UNEF, président pour toute l'université de Montpellier. Et je dois dire que ma principale préoccupation, c'était d'aider nos amis africains dans leur rêve de changement, parce que nous avions à leur côté l'illusion que, sortant du colonialisme, ils allaient construire un monde nouveau. Et bon, figure titulaire, Patrice Lumumba. Et donc, des liens très forts se sont noués, et pendant des dizaines d'années, on peut dire que l'Afrique venait chez nous, c'est-à-dire des amis africains, leurs familles, leurs neveux, leurs enfants, venaient ici nous voir pour les vacances, etc. On a gardé des liens très forts, mais pendant longtemps, eux comme nous,
nous avions en tête plutôt le rêve, comment dire, le rêve politique, le rêve de changement, le rêve historique, et on sentait presque quelquefois un certain mépris de nos amis pour ce qu'ils appelaient leur vieillerie. Et ce n'est qu'avec l'évolution des choses, le XXe siècle et ses utopies ont eu l'avenir qu'on sait, que ensemble nous avons ouvert les yeux sur l'histoire de l'art africain, et c'est comme ça que tardivement, je ne suis pas fier de dire que, alors que nous étions amateurs d'art, nous avons mis un certain temps, nous avions autre chose en tête à propos de l'Afrique, nous avions mis un certain temps à prendre conscience de la force de certains artistes africains historiques. Bon, merci pour cette belle introduction, mais on sent en fait la passion quand tu parles de ton mari. D'où vient cette passion, et plus spécialement? On va pas continuer. Non, on ne va pas continuer dessus. Donc, la passion de l'Afrique, en fait, pour toi. Ah, la passion de l'Afrique. La passion de l'Afrique, elle vient de plusieurs horizons. Je dois dire que j'avais un oncle qui était président des tribunaux en Afrique. Oui. À l'époque coloniale. À l'époque coloniale. Et donc, je ne peux pas dire que j'ai eu les meilleurs rapports avec lui. Et je l'ai regretté. D'accord. Mais la passion de l'Afrique, c'était dans un, je dirais, dans un ensemble. C'est-à-dire que c'était les peuples qui sortaient, puisque je vous ai dit que j'étais engagée, j'étais engagée dans des conditions similaires à celles de la ville. Donc, l'Afrique, évidemment, rencontrait toutes les préoccupations qu'on avait de sortir et d'aider à sortir la tête de l'eau, et leur indépendance et leur création et leur activité, et à être véritablement dans l'autonomie et dans les choix qu'ils pouvaient avoir de leur vie, de leur peuple. Donc je pense qu'il y a eu un cheminement qui s'est fait. Alors je dois dire qu'il y a eu quelques rencontres. Quand j'étais avocat, je peux le dire, il est décédé. J'ai travaillé avec un ami qui s'appelait d'ailleurs... très bien, oui. Que nous avons recherché, qui était avocat aussi, qui était en France, qui était camerounais, qui était en France, Bobo Ayatou, merci, Bobo Ayatou, qui était en France et qui un jour est reparti, il était avec femme et 2 petits-enfants, on a travaillé ensemble et on a été dans des associations, tous les deux, internationales, de juristes démocrates. Hein, voilà. Donc ça s'est fait de cette manière. On m'a sollicité pour aller suivre des procès très difficiles d'un côté et d'un autre. Et quand nous avons essayé, quand nous sommes revenus en Afrique, de voir d'ailleurs, de pouvoir retrouver Bobo, parce que s'écrire c'est une chose, il est reparti je crois en 76, et c'était une chose, et bon, finalement il n'y avait pas de net, et on ne pouvait pas trouver, on pouvait pas le retrouver de cette manière, et un jour, nous étions chez un autre ami, qui était Bertrand Maché, qui était préfet à Chang, et qui nous a dit mais arrêtez de chercher Bobo, sa maison qui était à Garoua est préservée par la police, bon, voilà. Et donc il était décédé. C'est comme ça que nous l'avons appris. Et donc nous sommes allés au Cameroun de façon régulière. Donc il y a une belle histoire. Mais en dépit de tout ça, donc je vais t'interroger la manière dont tu t'habilles, parce que là, tout est symbolique chez toi, Daniel. Il y a une belle robe, donc tu me dis ça vient de Cameroun. Cameroun, oui, oui. Et le collier, en fait, qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que tu me dis que tu as le droit de le porter aujourd'hui. Alors, je vais te dire, parce que ça d'abord, c'est d'abord quelque chose d'important au Cameroun. Ce sont beaucoup les rois qui le portent, mais il faut voir ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'à une époque, au Cameroun, les rois ont choisi d'avoir des bijoux
qu'ils exportaient, enfin qui sont rentrés au Cameroun, qu'ils importaient, oui, rentrés, qu'ils importaient de Bratislava, mais enfin un peu, principalement de Venise. Et en particulier, il y avait ces pierres-là qui s'appellent des Rosetta, qui sont des pierres qui sont particulièrement recherchées. Vous voyez, et un de nos amis qui est spécialiste de ces questions, il y avait plusieurs cuissons. Regardez, plusieurs cuissons. Il y a 7 couches successives de verre coloré qui sont faits à Murano, c'est-à-dire en Italie. Voilà. Et ces pierres-là ont été importées beaucoup au Cameroun et sont réservées en principe aux rois ou à des personnes, disons, très de pouvoir. Voilà, on va dire ces choses comme ça. Donc j'irai au Cameroun, je ne le mettrai pas. Je ne le mettrai pas parce que je serais presque en concurrence avec les chefs. Moi, il n'y a pas de raison que je sois. Mais il m'importe en France, d'une certaine manière, de les représenter et de dire l'admiration et vraiment l'affection que j'ai pour tous ces gens qui ont contribué à faire du Cameroun ce qu'il est. Voilà. Et donc, le bracelet, ça c'est très simple. Ça, il y a différentes couleurs. Oui, il y a différentes couleurs. Je l'ai acheté tout récemment à l'île de Gorée, où nous étions. Voilà. Et bon. D'accord. Et la robe, tu as une signification? Il n'y a pas une signification particulière, non. Ce sont des robes très camerounaises que j'ai achetées au Cameroun. J'en ai de plus belles pour les grandes fêtes. Et notamment, j'en ai une pour le Nguan, qui est une grande fête tous les 2 ans, qui est à Fulman, hein, c'est-à-dire chez les Pamouls. Bon, mais celle-là, elle est vraiment trop importante. D'accord. Bon, de toute manière, c'est très très joli avec cette robe et surtout toi. C'est ma plus belle femme du monde. Nous sommes de retour dans notre émission La Voix de la Spiritualité avec nos 2 invités, David et Michel, pour nous parler toujours de culte des ancêtres. David, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le culte des ancêtres? Quelle est la religion, si on peut dire, on peut employer ce mot, globalement en Afrique? Certains ethnologues parle d'animisme. Nous sommes complètement en désaccord, je vais expliquer pourquoi. Nous considérons même que c'est presque un terme qui traduit un reste de mépris post-colonial. Animisme veut dire que les Africains croiraient que chaque pierre est un dieu, que chaque arbre est un dieu, ce qui est absolument faux. Ils confondent sacralisation et déification. Est-ce que les chrétiens, quand ils vont dans les églises, considèrent que la statue d'un saint est un dieu? Non, cette statue est sacralisée, elle n'est pas déifiée, elle n'est pas un dieu, elle est une représentation symbolique à qui on peut s'adresser. Donc en Afrique, quelquefois, dans certaines communautés, on peut avoir un rocher qui est sacralisé, autour duquel on fait des rites, mais qui est non pas un dieu, mais qui est un intermédiaire, un symbole de la relation avec la divinité. Or, quelle divinité s'agit-il? Si on parle divinité, c'est très variable selon les groupes ethniques, et même parfois selon à 2 villages de distance, on a parfois des variations. Disons que selon les régions, il y a un certain nombre de divinités intermédiaires, je crois que Michel veut en parler, plus ou moins importantes. Quelquefois, et ce n'est pas le cas partout, on dit il y a un dieu principal. Mais si celui-ci a créé le monde, j'ai entendu des amis africains dire,
c'est un peu ridicule d'imaginer que ce Dieu peut s'occuper de chacun de nous. Quand il y a des divinités intermédiaires, il y a des rites autour de ces divinités, mais de ce point de vue, c'est extrêmement variable. Par contre, il y a quelque chose qui traverse, qui est commun à toute l'Afrique, à tous les groupes ethniques et à tous les pays d'Afrique subsaharienne, c'est le culte des ancêtres. Moi, je dois dire que, en tant que psychiatre, ça me touche énormément, parce que nous savons combien chacun de nous, dans sa vie quotidienne, en permanence, se demande ce que son père penserait de lui, même si le père n'est plus là. Et donc, nous sommes porteurs, effectivement, du regard de ceux qui nous ont précédés. Et donc, ce culte des ancêtres a quelque chose de très authentiquement humain, moi, qui me touche énormément. D'accord. Michel, donc, il t'a introduit par rapport à la spiritualité. Qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ça, donc au culte des ancêtres? Non, je crois qu'il a... je crois qu'il a bien dit les choses. Moi, j'ai précisé pour le Cameroun, ce qui est, à mon avis, global au Cameroun, parce qu'il a introduit différents aspects selon des ethnies, enfin, non pas des ethnies, mais des groupements à l'intérieur de certains pays, etc. Mais globalement, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est que je partage complètement, c'est qu'on peut se rendre compte qu'effectivement, ce sont les ancêtres qui sont déterminants. Avec quelque chose qui n'est pas de la superstition, je dirais. Parce que quand on parle disons, du reste des dieux-là, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est-à-dire que, en fait, le Dieu, celui qui a créé le monde, on n'en parle pas, et même au Cameroun, on ne prononce pas le nom. Hein. Donc, il reste effectivement à la fois les dieux qui ont sans doute aidé, par exemple, la communauté à créer une chefferie, mais qui sont réellement des entités un peu lointaines. Et par contre, les ancêtres, je rejoins complètement évidemment ce que dit David, c'est-à-dire que l'importance, c'est qu'on est dans quelle continuité, comment on peut, ils peuvent interférer encore dans notre subjectivité d'une certaine manière, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'ils auraient fait, comment... Donc là, les ancêtres, je dirais, sont toujours présents. Et même, non seulement ils sont toujours présents, mais dans certaines petites régions, on considère qu'ils sont, par exemple, dans une grotte, qu'ils sont, voilà. Mais c'est effectivement, je crois que ça ne fait que souligner l'importance de la continuation, c'est-à-dire nous sommes les enfants de ces ancêtres, et donc il y a, je crois, des pratiques d'ailleurs qui varient un petit peu, mais pas le positionnement par rapport aux ancêtres. Je crois qu'il est très très commun, en tout cas au Cameroun que nous connaissons bien. Oui, je crois qu'il est très très important, et il est vivant. Et même si on peut se représenter en ayant certaines offrandes, dans certaines petites pierres, un arbre, des choses comme ça, c'est toujours très vivant. Et c'est très vivant parce que je crois que les décédés sont dans la population. Tu veux rajouter un truc? Oui, on a parlé du Cameroun, moi je vais parler du Bénin. Le Bénin, oui. On l'a appelé une religion peut-être, je veux bien ce mot, ne me gêne pas, le vaudou. Hein. J'aimerais bien qu'on fasse la différence voilà. entre vaudou et vaudou. Je vais la faire aussi. Mais d'abord, je vais dire ce qu'on peut tirer comme leçon de la compréhension de vaudou. Nous avons été introduits dans les rites avec un responsable, le roi même, très important, qui nous a donné des explications sur... c'est que, je lui ai demandé un jour, en somme, on pense que les ancêtres vont nous faire réussir. Il me dit, ce n'est pas exactement ça.
Les ancêtres vous laissent entièrement à votre responsabilité, mais leur soutien consiste à suggérer un certain nombre de certaines attitudes par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Ils peuvent vous dire que dans la vie il faut avoir besoin de patience, ou il faut avoir besoin d'audace, ou bien vous allez être en rivalité, il faut garder une attitude humaine. Et donc l'aide qu'ils apportent dans votre vie est davantage basée sur des orientations, des conseils, et ils ne font pas les choses à votre place. En aucun cas, ils ne réussissent à votre place. En aucun cas, ils ne font de miracles à votre place. Voilà. Et les responsables vaudous nous ont expliqué que ça illustre vraiment globalement la façon dont sont conçus les rapports aux ancêtres dans l'ensemble de l'Afrique, et pas seulement, donc le vaudou est un exemple. Donc oui. Ouais, j'aimerais bien en fait que, bon, tu l'as déjà partagé avec moi, la signification du vaudou. Ouais, vaudou. Voilà, oui. La différence. Bien sûr, ça on l'a. Je crois que nous avons essayé nous sommes allés à Gorée, c'est pas l'endroit le plus saisissant, mais nous étions au Bénin, à Ouida, où sur la plage, face à la mer, on a la grande porte du non-retour. Et on a vu des expositions sur l'atrocité des conditions dans lesquelles étaient transportés les Africains partis en esclavage en Amérique. Et il est apparu ceci dans les explications qu'ils ont données, une vraie différence de sensibilité, de perception entre vaudou et ce qu'on entend dire du vaudou en Amérique. On a insisté beaucoup, quand nous étions en Afrique, sur le fait que le vaudou est une religion bienfaisante, de soutien aux humains, et il y a un mot qui est revenu en permanence, c'est une religion anti-sorcellerie, qui interdit la sorcellerie, qui condamne les sorciers, qui punit les sorciers. Or, on peut comprendre, quand on sait que c'est d'autres aspects dans le vaudou en Amérique, que ce soit à Haïti, en Louisiane, au Brésil, où il y a des rites parfois de ensorceler un ennemi, etc. Moi, ça m'a fait penser, cette différence me fait penser à cette porte du non-retour et à cette atrocité de ce qu'ils ont vécu. Ils ont eu le besoin de sentir qu'ils avaient un certain pouvoir. Donc, porteurs de cette tradition du vaudou, ils l'ont transformé en un pouvoir imaginaire d'actes, y compris du type de sorcellerie. Alors que, en Afrique, le vaudou d'origine est considéré comme ennemi de la sorcellerie. Tu veux rajouter un truc là? Franchement, tu nous as donné la bonne signification du vaudou. Parce que là, beaucoup l'ont interprété dans l'autre sens, la sorcellerie, la méchanceté, tout ce qui va avec. Oui. Alors, il y a un musée à Ouida. Moi, ce n'est pas la porte du non-retour qui m'a le plus ému, c'est un arbre. Il y a, pas loin d'ailleurs de la porte du non-retour, il y a un très grand arbre. Et là, on apprend que c'est là que les jeunes hommes, ou enfin les populations qui devaient être embarquées pour la traite dite négrière, négrière, en fait, on choisissait sous cet arbre. Et cet arbre est énorme. Et effectivement, quand on y est dessous, c'est... Alors, on a... Pardon. On sent que tu es très ému. Donc, c'est ce qui est bien. Alors, il y a une chose, c'est que, bon, le musée, il y a les plans dans lesquels les futurs, ceux qui partaient, étaient enfermés. Donc, il y avait des étages
il y avait des étages où on les attachait avec des fers. Et je trouve que voir le musée avec ses représentations est aussi très saisissant, plus que la porte du non-retour qui est... Alors la porte du non-retour, c'est que les bateaux qui amenaient les individus n'arrivent pas à approcher parce que à Ouida, il y a une espèce de, je dirais géographiquement, de gouffre, et donc on les embarquait dans des premières embarcations et on les amenait un bateau qui les amenait soit à Gorée, pour l'essentiel. Parce que à Gorée, des grands bateaux pouvaient accoster. D'aussi grands bateaux ne pouvaient pas accoster à d'autres endroits de la côte africaine, et en particulier à Ouida. Voilà. Donc ils partaient du Bénin pour aller jusqu'au Sénégal, puisque Gorée est en face de Dakar, hein, vous le situez. Alors, c'est vrai que nous sommes allés à Gorée en pensant qu'on allait dans enfin pour moi en tout cas, dans une espèce de lieu mythique, hein, c'est-à-dire de lieu de mémoire, et donc c'était une première escale avant l'embarquement pour la traversée de l'Atlantique, et tous les lieux où on a débarqué ceux qui étaient amenés. Et là, alors effectivement, on est très... Parce que je dirais que le monde et ceux qui habitent Dakar, etc., ont investi ce lieu de visite pour faire du commerce. Voilà. Oui, c'est du tourisme. C'est du tourisme, alors qu'on pense rentrer dans un lieu de mémoire fort, etc. Alors, il y a effectivement une maison dans laquelle on voit un peu dans quelles conditions les hommes, les femmes étaient séparés. Mais je trouve que c'est pas parlant comme on attend que ce soit là-bas, quoi. Bon, mais c'est Gorée, on sait quand même ce qui s'est passé, et c'est un moment où quand même on parle de ça et de la façon dont ça a été ensuite traité par les bateaux qui ont traversé l'Atlantique, etc. Tu sens que le lieu, il n'est pas aussi habité. Le lieu, voilà. Comme ailleurs. Bon, mais après, il est normal que les petites marchandes qui s'installent là où elles peuvent et qu'elles vendent ce qu'elles peuvent dans toute l'île, il est aussi complètement normal que la vie ait repris son cours, et on s'en réjouit aussi. Là, quand tu parles de Gorée, est-ce qu'à Ouida, tu sens en fait la même force, ou plus forte? On a été sensibilisés, non, à Ouida? Ouida, parce que c'est-à-dire que Ouida, en plus, on a continué avec le roi Dana, où ça a été un moment très fort. On est rentré dans les rites vaudous. On est rentré dans les rites vaudous. D'abord, il nous a demandé pourquoi nous, on lui posait des questions. Donc, il nous a demandé de nous expliquer pour quelles raisons nous cherchions à comprendre ce qui se passait. Et le lendemain, il nous a dit, eh bien, écoutez, venez avec moi le lendemain. Il était content, on l'a revu après.